Depuis l'occupation de la Gaule par les armées romaines, le druide Celtilos vit caché au milieu d'une épaisse forêt en plein cœur du pays des Arvernes. Seuls quelques rares fidèles touchés par son grand âge viennent encore lui rendre visite. La plupart des autres druides, obéissant aux ordres des vainqueurs, ont renoncé à leurs fonctions. Certains, parmi les plus jeunes, ont préféré se réfugier en Bretagne ou en Irlande. Les Romains craignaient que ces hommes ne déclenchent des révoltes. Ils n'avaient pas oublié que le grand soulèvement de la Gaule, dont Vercingétorix avait pris la tête, était parti du pays des Carnutes, là où se réunissaient chaque année les druides de la Gaule. Celtilos, quant à lui, n'a pas voulu s'exiler. Il a aussi refusé d'abandonner sa charge, et depuis de longues années, il n'a pas quitté sa forêt protectrice. Pourtant, aujourd'hui, oubliant toute prudence, le druide s'est mis en route. Ses amis n'ont pu le retenir. Il veut absolument aller voir de près la gigantesque statue en bronze de Mercure, le dieu latin du commerce, que les Romains viennent d'édifier au sommet du Puy de Dôme. On lui a raconté qu'il avait fallu 10 ans au sculpteur grec Zénodore pour mener à bien cette œuvre qui avait coûté une fortune, 10 millions de sesterces. Celtilos a déjà parcouru bien des lieux lorsqu'il aperçoit au loin la silhouette du mont. Au sommet, quelque chose d'indistinct encore brille au soleil. Au fur et à mesure qu'il approche, la forme de la statue se précise. Le druide ressent comme une humiliation et contient mal sa colère. Ce dieu étranger trône, arrogant si près du ciel. Quel affront fait au peuple gaulois et à ses dieux! Comment le grand Taranis peut-il tolérer pareil sacrilège? L'escalade de la montagne s'avère pénible pour le vieil homme. À plusieurs reprises, il doit s'asseoir pour reprendre son souffle. Quand il parvient enfin au sommet du Puy de Dôme, il ne peut cacher sa surprise et son admiration devant la statue colossale. Il essaye d'évaluer sa hauteur, 60 pieds, 120 pieds. Quelle prouesse technique remarquable! Quelle puissance et cependant quelle grâce dans ce bel athlète nu, coiffé du pétase, tenant de la main gauche le caducée et dans l'autre main une bourse bien garnie. Malgré tout, l'émotion que ressent Celtilos n'a rien de religieux. Cette statue reste l'œuvre des hommes. Le druide est davantage bouleversé par le paysage qui s'étale sous ses yeux. Ces volcans alignés avec leurs cônes réguliers, leurs cratères circulaires, l'impressionnent bien davantage, car là, il reconnaît la présence des dieux. Le druide d'un pas lent s'approche du temple construit à côté de la statue de Mercure. Il s'arrête devant toutes ces sculptures d'hommes et de femmes qui ornent le sanctuaire. Curieux, il demande qui sont ces importants personnages immortalisés dans le marbre. Chefs victorieux, rois prestigieux, reines illustres. Lorsqu'on lui répond qu'il s'agit de dieux et de déesses, Celtilos, stupéfait, éclate de rire. Le druide ne veut pas croire que les Romains puissent représenter leur divinité comme de simples mortels. Il refuse d'admettre qu'un peuple aussi puissant se prosterne devant des statues qu'un simple choc suffirait à briser. Pensif, Celtilos demeure un moment au sommet du Puy de Dôme. La nuit le surprend sur le chemin du retour. Dans le ciel, le disque argenté de la pleine lune paraît toucher la cime des arbres. En arrivant chez lui, le druide entend le brame déchirant d'un cerf. Il pense à Cernunnos. Celtilos se couche rassuré. Il s'endort, convaincu que les Gaulois n'adopteront jamais ces dieux étrangers et qu'ils resteront fidèles, au moins secrètement, à la religion de leurs ancêtres, même si, sur les anciens lieux de culte celtes, s'élèvent les temples des Romains. En Gaule, les druides reconnaissent la suprématie d'un chef supérieur, d'un grand druide. Quand il meurt, on choisit pour le remplacer celui qui bénéficie de l'estime générale. Si personne ne fait l'unanimité, on a alors recours à l'élection. Toutes les successions ne se passent pas sans incident. On prétend que parfois, ces vénérables sages, ne pouvant se mettre d'accord, en viennent aux mains. S'agit-il réellement d'une bagarre ou d'une sorte de tournoi? Peut-être une joute oratoire destinée à départager plusieurs candidats. Une fois choisi, le grand druide préside l'assemblée qui, chaque année, réunit l'ensemble des druides de la Gaule sur le territoire des Carnutes. Des sacrifices solennels marquent l'ouverture de ce rassemblement, où les druides évoquent les grands problèmes du monde celtique.
Ce n'est pas un hasard si la révolte des Gaulois contre les Romains, en 52 avant Jésus-Christ, partira du pays des Carnutes. L'Assemblée tranche les litiges qui opposent les tribus entre elles. La décision des sages s'impose à tous, en principe. Cette sorte de cour de justice s'occupe également de régler les différends entre particuliers. Il existe en effet pour chacun la possibilité de faire appel devant ce tribunal suprême, qui dispose de tout un arsenal de sanctions pour faire respecter ses décisions. La plus redoutée, d'ordre religieux, consiste à interdire à un individu de participer au sacrifice. Cette peine isole le condamné des dieux et le rejette de la communauté des hommes. Tout le monde alors le fuit, car le fréquenter ou lui parler constituerait une offense aux divinités. Les druides disposent là d'un formidable moyen de pression pour faire céder un chef qui leur tiendrait tête.